Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme sur le regard sociologique et aujourd'hui nous allons poser une question importante qui est finalement pourquoi est-ce que les institutions créent-elles la norme? C'est parti. Finalement, pourquoi est-ce que certains jeunes en situation de handicap peinent-ils autant à entrer dans le monde du travail malgré tous les dispositifs qui sont censés les accompagner? Et finalement, pourquoi est-ce qu'ils doivent sans cesse justifier leur situation, finalement prouver leur bonne volonté, rentrer dans les cases qui sont toujours plus étroites? Et surtout, pourquoi est-ce que certains jeunes sont-ils qualifiés de difficiles à insérer? Comme si leur trajectoire posait un problème en soi. Ces questions relèvent d'une réalité plus profonde, et les institutions ne se contentent pas d'accompagner, elles produisent des normes. Elle décide de ce qu'est un bon parcours, par exemple, ou alors un bon jeune, ou alors qu'est-ce qu'une insertion réussie. Et quand un jeune ne rentre pas dans cette norme, parfois considéré comme trop lent, ou alors trop fragile, ou alors trop atypique, c'est lui qu'on remet en question et finalement rarement le système. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que cette normalité est construite. Pourquoi elle pèse si lourd dans l'insertion professionnelle et surtout ce qu'elle invisibilise. J'ai accompagné un jeune reconnu avec une reconnaissance qualité de travailleur handicapé qui voulait devenir pâtissier. Motivé, il était compétent, mais il vivait dans une zone rurale sans permis. Et de ce fait, aucun employeur n'a voulu de contrat en temps partiel. Et aucun centre de formation n'était adapté à sa situation. Il n'était pas incompétent, mais justement, il ne rentrait justement pas simplement dans les cases. Les institutions comme l'éducation nationale, la MDPH, ou alors France Travail, ou alors encore les missions locales et les entreprises, fonctionnent sur un principe fondamental, classer pour agir. Elles doivent distribuer des aides, orienter des parcours, coordonner des dispositifs. Pour cela, elles créent des catégories. Élèves en situation de handicap, demandeurs d'emploi, jeunes sans diplôme ou alors travailleurs reconnus avec une RQTH. Ces catégories servent à organiser la complexité du réel. Elles permettent de faire entrer des individus dans des grilles de lecture institutionnelles. Mais en retour, au final, elles produisent des normes implicites. Par exemple, ce qu'est un bon parcours, ce qu'on attend d'un jeune qui est accompagnable, ce qu'on considère comme une insertion professionnelle réussie. Un jeune finalement qui avance trop lentement ou alors qui a des troubles non reconnus officiellement et qui n'a pas finalement les bons codes ou alors les bons mots pour se vendre, devient difficile à classer. Et quand on ne rentre pas dans les cases, on devient rapidement invisible, inclassable ou alors parfois même problématique. La norme, ce n'est donc pas un outil de gestion. C'est une frontière symbolique entre, entre ceux qui sont considérés comme insérables et ceux qui ne le sont pas. Ce n'est plus l'institution qui a mal pensé ces dispositifs, c'est le jeune qui n'entre pas dans le cadre. Et, et c'est là toute la complexité. On en revient à ce triptyque insertion, intégration et inclusion dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et finalement, de ce fait, c'est la responsabilité en elle-même qui est renversée. Le handicap n'est pas seulement une question de différence ou de diagnostic médical. Il est aussi et surtout le produit d'un décalage entre un individu et un environnement normatif. C'est ce qu'on appelle la situation de handicap. Ce n'est pas le handicap en lui-même qui est problématique, même s'il l'est pour la personne qui le vit au quotidien. C'est souvent la situation qui l'entoure qui n'est pas totalement adéquate et totalement adaptée à ses besoins. Ce décalage repose sur des attentes implicites que les institutions considèrent comme allant de soi. Par exemple, être ponctuel, être autonome, être disponible à temps plein, être mobile géographiquement, être aussi apte à gérer la pression, être aussi capable de s'adapter rapidement. Et ce n'est pas toujours simple de se conformer à ces normes, on va dire, implicites. Or, finalement, ces normes ne sont jamais neutres.
De ce fait, elles traduisent une certaine vision de l'employabilité, calquée qui est cette employabilité qui est calquée sur, l'idéal d'un salarié, jeune, sans contrainte, performant et toujours disponible. Ce qui est finalement un idéal plutôt que ce qu'on appelle la réalité sociale. Un jeune qui a besoin d'un mi-temps, par exemple, d'un mi-temps thérapeutique, et qui dépend des transports communs ruraux, ou alors qui vit avec une fatigabilité, chronique, va alors s'écarter de cette norme. Un jeune qui a besoin d'un mi-temps thérapeutique, qui dépend des transports en commun, ruraux, ou alors qui vit avec une fatigabilité chronique, s'écarte finalement de cette norme et finalement devient, dès lors perçu comme, non prêt ou alors, inemployable ou alors parfois même coûteux. Ce n'est pas une incapacité intrinsèque qui empêche l'insertion, mais finalement c'est l'inadaptation entre le profil réel du jeune et les normes attendues par le système. Autrement dit, le handicap est ici produit par l'environnement social, par l'environnement institutionnel et également par l'environnement professionnel. Et pas seulement par le vécu qui est porté par l'individu. En sociologie, on parle plus spécifiquement de production sociale du handicap. Ce sont les normes dominantes qui créent l'obstacle, bien plus que les limitations fonctionnelles en elles-mêmes. Et finalement, cette production sociale, elle est double. D'une part, elle est symbolique, car elle discrédite certains profils, et elle est également matérielle, car elle conditionne l'accès aux droits, aux aides et aux opportunités d'emploi. Cela révèle de ce fait un paradoxe. Les dispositifs qui sont censés inclure les jeunes en situation de handicap reposent souvent sur les mêmes normes qui les ont exclus. Ils doivent prouver leur employabilité, montrer qu'ils peuvent s'adapter, qu'ils méritent l'aide. Et c'est ça, on en revient toujours à cette dynamique entre insertion, intégration et inclusion. Finalement, ce qui revient à dire, on t'aidera si tu ressembles à ce qu'on attend déjà. Et c'est ça qui est, et c'est ça qui est paradoxal en réalité. Une autre jeune que j'ai rencontrée avait une maladie chronique, invisible. À l'entretien, on lui demandait souvent si elle serait toujours en forme à 8 heures chaque jour. Et c'est ce type de critères finalement qui ne sont jamais négociables et finalement qui excluent. Mais ce n'est pas la maladie elle-même, c'est les représentations qu'on a de la maladie qui justement exclut la personne. Finalement, face aux écarts à la norme, les institutions ne restent pas non plus inactives. Elles créent des dispositifs spécifiques, par exemple l'emploi accompagné, ou alors l'accompagnement renforcé, ou alors les contrats aidés qui vont avoir ce sont là des aides, spécifiquement ciblées. Sur le papier, tout cela vise à compenser les inégalités, à reconnaître que certains ont besoin d'un appui supplémentaire pour s'insérer. Mais en réalité, ces dispositifs sont profondément conditionnés. Il ne suffit pas d'avoir un besoin, il faut le prouver, le faire reconnaître. Parfois même, je le justifie en permanence. Et puis même cette question des dispositifs, parfois ils sont construits hors sol, hors du terrain et hors de la réalité du terrain, ce qui fait que les professionnels se retrouvent avec des dispositifs qui ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations qu'ils vont rencontrer. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement du bricolage institutionnel. Les professionnels vont devoir bricoler leurs dispositifs pour qu'ils soient le plus adaptés possible à la situation qu'ils vont rencontrer. Le jeune, finalement, il doit montrer qu'il est motivé, prêt à s'insérer, adaptable, mais il a aussi besoin d'aide vers son orientation professionnelle, mais aussi de l'aide vers son accompagnement social. Et c'est là cette mixité entre accompagnement professionnel et accompagnement social. Comment finalement arriver à intégrer les deux côtés? Le handicap doit être objectivé, il doit être reconnu officiellement, administrativement. Parfois, il est évalué selon des critères qui ne prennent pas en compte la totalité de la réalité vécue. Et finalement, surtout, ces dispositifs, comme je le disais plus haut, ne s'adaptent que jusqu'à un certain point. Et il faut viser, finalement, derrière, il y a cette notion
Effectivement, tu as tel projet professionnel, mais il faut aussi avoir ce côté réaliste. Tu as telle et telle difficulté, ton projet c'est ça, mais comment est-ce qu'on va mettre en place des différentes étapes pour te permettre d'arriver jusqu'à ce projet-là? Est-ce que ce projet est réaliste ou non? Finalement, les parcours alternatifs, les formes d'engagement informels et les rythmes atypiques sont rarement valorisés. Ainsi, finalement, ce qu'on appelle inclusion ne consiste pas à transformer la norme, mais finalement à essayer de faire entrer les individus dans la norme existante. C'est cette dynamique entre insertion, intégration et inclusion, comme toujours. Finalement, les tous les parcours ne se ressemblent pas et parfois tous les dispositifs tendent vers le même objectif, ce qui fait un paradoxe entre les 2. Et c'est ça la la plus grande difficulté. Finalement, on exige des jeunes qu'ils se montrent employables dans un cadre, qui a été pensé pour eux et lorsqu'ils échouent à cocher toutes les cases, ce n'est plus la norme qu'on interroge, mais finalement c'est leur motivation, c'est leur engagement, voire leur mérite et c'est ça qui est parfois un petit peu problématique. On va prendre l'exemple de ma rencontre avec un conseiller qui un jour a dit à un jeune: «Tu veux être musicien? Et il va falloir trouver un vrai projet», parce que c'est là qu'on voit comment est-ce que la norme d'insertion devient un filtre. Elle valorise certains choix et invalide les autres. C'est toute cette notion de représentation sociale qu'il y a autour du métier. Est-ce que le métier visé par le jeune est réaliste? Est-ce qu'il est viable? Et est-ce qu'il est lié et est-ce qu'il est en lien avec, avec ses compétences et ses capacités? L'objectif du conseiller, c'est de l'amener vers une voie qui, tend vers son projet, mais en prenant en compte toute la réalité sociale qui est autour. Et finalement, ce ne sont pas, les lois ou les règlements qui vont alors produire la norme, ce sont aussi les pratiques quotidiennes, celles des professionnels qui vont alors orienter, qui vont évaluer, qui vont aussi sélectionner, faire un tri. Il y a aussi les attentes implicites des recruteurs et des chefs d'entreprise, car il y a certains critères de certaines plateformes, d'emploi. Il y a les référentiels de compétences, Heu et finalement, tous ces éléments participent à définir ce qui est légitime, acceptable et désirable. Finalement, tout ce qui est fait partie de cette norme liée à l'insertion professionnelle. Mais, la norme, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un bloc immobile. Elle peut évoluer, elle peut se fissurer, elle peut aussi être redéfinie. Chaque fois qu'un jeune en situation de handicap prend la parole sur son parcours, ses difficultés, ses choix de vie, il ouvre une brèche dans le reç dans son vécu, dans son expérience et aussi dans son parcours. Chaque fois qu'un collectif propose une autre manière de travailler, de recruter, de former, il rend aussi visible une alternative ou alors un autre possible. Ce sont finalement, ces brèches qui vont peu à peu rendre la norme, ce on pourrait dire que ces brèches et ces fissures rendent la norme de plus en plus négociable. Parce que ce qui fait autorité, ce n'est pas seulement le droit ou l'institution, c'est aussi le pouvoir symbolique qu'il y a derrière les récits, les expériences et les parcours de ces jeunes-là. La force, finalement, c'est une force de transformation des expériences partagées. C'est ça qui va aussi amener aussi une certaine visibilité. C'est politique des situations qui sont parfois un petit peu qui sont mises à l'écart. Finalement, la clé de toute cette histoire, c'est de faire exister d'autres récits, c'est de faire exister d'autres alternatives, d'autres formes de réussite, d'autres manières d'habiter et de comprendre le monde professionnel. Et c'est finalement à partir de là que peut commencer la véritable inclusion. Quand finalement la diversité des parcours ne doit plus se justifier, mais qu'elle devient une ressource pour repenser toute la partie collective. Et par exemple, j'ai aussi vu, totalement l'inverse. Une petite entreprise qui a adapté ses horaires à un jeune atteint de troubles du sommeil, par exemple. Il travaille de 11 heures. Il travaille à 11 heures et pas à 8 heures. Et il est là depuis 2 ans. Ce genre d'adaptation change tout pour lui.
Ce n'est pas lui qui s'est adapté à la norme, c'est la norme qui a bougé pour lui. Finalement, pour conclure cette vidéo, les institutions produisent des normes parce qu'elles ont besoin d'organiser le monde social, de classer, d'orienter, de trier et de faire fonctionner les dispositifs. Mais en définissant ce qui est normal, elles définissent aussi ce qui mérite d'exister, ce qui a de la valeur, ce qui est considéré comme une réussite. Dans le champ de l'insertion professionnelle des jeunes, des jeunes en situation de handicap, il ne s'agit pas seulement de leur faire une place, comme un geste de tolérance ou de réparation. Il s'agit de repenser les critères eux-mêmes, ceux par exemple de l'employabilité, ceux de la performance, ceux de l'autonomie, et ceux finalement de la réussite. Car tant que ces critères restent construits sans eux, et on va dire un petit peu hors sol, ou alors en leur absence, les politiques dites inclusives ne feront que les forcer à s'adapter à un modèle qui ne leur correspond pas toujours. L'inclusion ne peut pas être un ajustement à la marge. Euh, Elle doit être une opportunité de transformer la norme depuis les marges, depuis ce qui sort du contexte, on va dire, typique. Finalement, de transformer cette norme à partir des expériences vécues, des besoins réels, et aussi des imaginaires alternatifs. Et pour en revenir à cette thématique, finalement, et si on considérait enfin que ce n'est pas aux jeunes en situation de handicap de prouver leur place dans le monde du travail, mais finalement, est-ce que ça serait pas au monde professionnel de se rendre plus accueillant, plus adaptable, pour finalement reconnaître la richesse de tous les parcours? Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager votre expérience ou votre parcours dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un j'aime en bas de cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine.